Aujourd'hui, on se penche sur des documents d'une densité clinique franchement remarquable. Oui, on a du très lourd aujourd'hui. Exactement. On a devant nous un ensemble de protocoles qui dictent la prise en charge des intoxications aiguës dans les services de réanimation et d'urgence. Ça vient directement des recommandations très pointues de la SFMU et de la SRLF. Donc on parle vraiment du manuel de terrain ultime, là. C'est ça. Et l'idée de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décrypter les stratégies exactes de la médecine d'urgence face au toxidrome sévère. L'objectif, c'est de transformer ce jargon médical super dense en un récit de sauvetage accessible. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Par quoi on commence? Commençons par le concept de la golden hour, l'heure d'or. Spontanément, face à un empoisonnement, l'esprit non averti imagine la recherche frénétique de l'antidote parfait. La fameuse fiole magique. Voilà. Mais en lisant les algorithmes, on s'aperçoit que la priorité absolue, c'est pas du tout le toxique en lui-même. C'est avant tout une stabilisation physiologique brutale. C'est un peu comme un arrêt au stand en Formule 1. C'est une super analogie. C'est vraiment l'un des paradigmes les plus fondamentaux en toxicologie clinique. On applique la règle stricte du ABC. Airway, breathing, circulation. Exactement. Chercher à administrer un antagoniste à un patient qui est en arrêt respiratoire ou en collapsus cardiovasculaire, c'est une erreur stratégique majeure. Donc on stabilise d'abord. Toujours, si on a un score de DHGO inférieur à 9, on n'attend pas de voir si la naloxone ou le flumazénil va marcher. On sécurise les voies aériennes, on intube. Et pour la partie circulation, Le sang, pour la composante circulatoire, face à une vasoplégie ou une défaillance cardiaque, l'algorithme exige un remplissage vasculaire agressif. Souvent entre 500 et 1000 ml de NaCl à 0,9%. et si ça ne suffit pas à remonter la pression, Eh bien, si on n'atteint pas les objectifs de pression artérielle, on passe directement aux catécholamines, comme la noradrénaline. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'antidote vient toujours en seconde ligne. jamais en remplacement de la réanimation symptomatique. Voilà, ça ne sert à rien de donner un antidote à un patient qui ne respire plus. C'est une discipline de fer qu'il faut maintenir dans le chaos d'un déchocage. Et c'est dans cette même fenêtre temporelle très courte, moins d'une heure en gros, qu'intervient la décontamination digestive. Avec le fameux charbon activé. C'est ça, le charbon activé y tient une place de choix, avec cette dose de 50 grammes en prise unique. Le mécanisme est fascinant, cette capacité d'éponge chimique géante, mais les protocoles sont extrêmement restrictifs sur son utilisation. Ah oui, absolument. Le charbon n'est pas une poudre magique dénuée de risque, loin de là. Il y a des contre-indications sévères. La contre-indication majeure reste l'absence de protection des voies aériennes. Administrer du charbon à un patient obnubulé, c'est risquer une inhalation bronchique. Le produit part dans les poumons au lieu de l'estomac. Et ça crée une pneumopathie chimique gravissime, qui est souvent plus létale que l'intoxication d'origine. Et en plus, il est totalement proscrit pour les caustiques et les agents moussants. Parce que ça compliquerait une éventuelle endoscopie derrière. Oui, et surtout parce que ça n'a aucune efficacité d'absorption sur ces molécules spécifiques. D'accord. Donc, une fois cette stabilisation primaire acquise, on entre dans la pharmacologie lourde, l'arsenal. Et là, c'est un jeu de clés et de serrures toxiques, divisé en plusieurs catégories. Regardons d'abord le cœur. La section cardiovasculaire. Oui, il y a un contraste thérapeutique qui saute aux yeux, avec un petit côté versus, bêta-bloquant contre inhibiteur calcique. Deux classes de médicaments extrêmement courantes. Sur le plan clinique, on observe un tableau assez similaire, bradycardie extrême, choc cardiogénique. Mais au niveau du traitement, c'est le grand écart. Comment on explique des stratégies aussi divergentes? C'est tout le génie de la toxicologie moléculaire. Les symptômes finaux convergent vers la défaillance de la pompe cardiaque, mais les cibles sont différentes. Pour les bêta-bloquants, on fait face à un blocage compétitif des récepteurs bêta-1. Et là, le protocole sort l'artillerie. Atropine, isoprénaline. Et après, une arme qui paraît contre-intuitive. Le glucagon, à de très fortes doses. Attends, le glucagon, c'est l'hormone pour faire remonter le sucre dans le sang, non? Exactement. Mais son intérêt ici réside dans sa capacité à contourner complètement le récepteur bêta qui est bloqué. Il va se lier à ses propres récepteurs sur le myocarde, stimuler directement l'adénylate cyclase, ce qui augmente le taux d'AMP cyclique intracellulaire. Payant. Et face aux inhibiteurs calciques, la stratégie monte encore d'un cran dans la complexité. Oui, l'algorithme mentionne le chlorure de calcium, ça semble logique pour saturer les canaux, mais on y trouve surtout le glycémie hyperinsulinémique. Et en dernier recours, en sauvetage, l'administration d'intralipides à 20%. Les intralipides, oui. Mais injecter une émulsion lipidique épaisse, de la graisse en fait, directement dans les veines, comment ça ne déclenche pas une embolie graisseuse mortelle? C'est une question très légitime. Et pourtant, c'est l'une des avancées les plus spectaculaires de la réa moderne. On appelle ça la théorie du lipid sink, le puits lipidique. Le puits lipidique, d'accord. Les toxiques cardiotropes sévères, comme certains inhibiteurs calciques, sont hautement lipophiles. Ils aiment le gras. En perfusant ces intralipides, on crée littéralement un nouveau compartiment pharmacologique dans le plasma. Donc le poison quitte le cœur pour aller se noyer dans la graisse circulante, hein. Exactement. Les molécules toxiques vont migrer depuis le myocarde vers cette émulsion graisseuse pour y être piégées. Le toxique est séquestré, ce qui libère les récepteurs cardiaques. Et pour l'insuline à haute dose? Ça repose sur le fait qu'en état de choc, le myocarde bascule sur le métabolisme glucidique. L'insuline facilite massivement l'entrée du glucose dans la cellule défaillante. C'est de la pure ingénierie métabolique, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout quand on aborde des intoxications un peu plus anciennes, comme les digitaliques, les fameux médicaments jaunes. Ah, l'intoxication à la digoxine. Les algorithmes décrivent des symptômes étranges. On a la dyschromatopsie, cette vision où tout devient jaune et flou. Et un électrocardiogramme qui ressemble à une soupe absolue d'arythmie. La digoxine inhibe la pompe sodium-potassium, ce qui entraîne une accumulation de calcium dans la cellule. Ça provoque cette hyperexcitabilité chaotique du cœur. On utilise des fragments Fab, le Digibind, pour neutraliser le poison.
Et il y a un avertissement rouge clignotant dans le protocole. Rouge vif. Face à une intoxication digitalique, l'administration de calcium intraveineux est formellement proscrite. Même si la biologie montre un besoin X, Même dans ce cas, l'ajout de calcium exogène va précipiter une surcharge calcique tellement brutale qu'elle provoque une contraction tétanique irréversible du muscle cardiaque. C'est le stone heart, le cœur de pierre. le cœur de pierre, oui. Ce concept rappelle à quel point un simple ion administré par réflexe peut signer l'arrêt de mort du patient. Bon, si on laisse le système cardiovasculaire pour se concentrer sur les envahisseurs du cerveau, le système nerveux central, on a un duel classique, opioïdes contre benzodiazépines. Les grands dépresseurs respirateurs. L'algorithme pour les opioïdes décrit un coma calme, des pupilles serrées en myosis. L'antidote est super connu, c'est l'analoxone. Mais la consigne est très stricte sur la titration. On vise juste une fréquence respiratoire supérieure à 15 par minute. Pourquoi cette retenue? Pourquoi ne pas les réveiller complètement? Parce que la réversibilité brutale d'une intoxication aux opioïdes, chez un patient potentiellement dépendant, c'est d'une violence extrême. Un bolus massif de naloxone va précipiter un syndrome de sevrage foudroyant. Agitation majeure, vomissement. Risque d'inhalation, extubation accidentelle, œdème pulmonaire, c'est catastrophique. Donc on lève juste assez l'inhibition pour restaurer la respiration du tronc cérébral. Une balance bénéfice-risque millimétrée. Et cette prudence, elle est encore plus dingue avec les benzodiazépines. Antidote, le flumazénil. Mais le manuel le confine presque à un rôle diagnostique, avec de multiples mises en garde. Cela soulève une question importante sur les risques des antidotes eux-mêmes. Les benzodiazépines augmentent le seuil épileptogène. Or, dans les tentatives de suicide, on retrouve très souvent des co-ingestions, Donc ils ont avalé plusieurs choses. dont des molécules qui font convulser. Si on donne du flumazénil, on retire brutalement la couverture anticonvulsivante de la benzodiazépine. Le patient peut partir en état de mal épileptique direct. Parfois, le meilleur antidote, c'est juste d'attendre et de ventiler le patient. Savoir quand ne pas utiliser un antidote, c'est vital. Ce qui nous amène à l'exact opposé du coma calme, le syndrome adrénergique. L'hyperstimulation totale. La cocaïne, l'ecstasy, le patient est en surchauffe, pupille dilatée en mydriase, agitation, et une hyperthermie alarmante qui dépasse les 40 degrés. Avec un cœur à 160 par minute sous cocaïne, le réflexe serait d'injecter un bêta-bloquant pour ralentir la machine. Mais c'est interdit. Interdiction absolue, oui. La cocaïne stimule les récepteurs alpha pour la vasoconstriction et les récepteurs bêta. Si on introduit un bêta-bloquant, on bloque l'effet vasodilatateur des récepteurs bêta. Il ne reste plus que la stimulation alpha sans opposition. Donc les vaisseaux se contractent à l'extrême. C'est le vasospasme coronarien aigu, la crise hypertensive foudroyante. On traite plutôt par sédation massive aux benzodiazépines et refroidissement externe immédiat. Et l'expert introduit aussi ici le tueur cardiaque par excellence, l'effet stabilisant de membrane, l'ESM, causé par les cycliciques et la cocaïne. Oui, on le repère à l'ECG avec un QRS très large. La conduction électrique du cœur s'effondre. Et le traitement de sauvetage est ce qu'ils appellent la golden bullet, le bicarbonate de sodium molaire à 8,4%. Comment du bicarbonate peut réparer un circuit électrique cardiaque? L'ESM est un blocage des canaux sodiques. Le bicarbonate amène une charge massive de sodium qui va forcer le passage par simple compétition. Et en plus, l'alcalinisation du sang diminue l'affinité du toxique pour le canal. On perfuse jusqu'à ce que le QRS se resserre. C'est de la précision chirurgicale. Passons rapidement aux autres psychotropes. Les protocoles distinguent les ISRS, les antidépresseurs modernes comme le Prozac, Qui cause le syndrome sérotoninergique. Hyperréflexie, sueur. et les neuroleptiques qui provoquent un truc terrifiant, le syndrome malin des neuroleptiques, hyperthermie et une rigidité musculaire en tuyau de plomb. Là, on utilise le dantrolène. C'est un relaxant musculaire qui entre directement dans la cellule pour bloquer la libération de calcium et casser la contraction mécanique. Sans oublier le lithium. Au-delà de 4 milliéquivalents par litre, l'algorithme dit « stop, on passe à l'hémodialyse d'urgence, on nettoie le sang avec une machine ». Chaque toxique a vraiment son seuil de rupture. Entrons maintenant dans notre troisième section de notre analyse, les dangers invisibles. Les fumées d'incendie, par exemple, cachent un duo mortel, le monoxyde de carbone, le CO, et les cyanures. Le piège avec le CO, c'est l'oxymètre de pouls, au bout du doigt. Il est complètement trompé. La carboxyhémoglobine absorbe la lumière comme l'oxyhémoglobine. L'écran affiche 100% de saturation alors que le patient meurt d'hypoxie profonde. Il faut le caisson hyperbare, surtout pour les femmes enceintes ou les comas. Mais le vrai tueur fulgurant des fumées chargées de plastique brûlé, c'est le cyanure. L'indice du cyanure, c'est la présence de suie dans les voies aériennes et des lactates qui explosent au-dessus de 8. Le cyanure bloque la respiration au cœur même des cellules. Et l'antidote, c'est l'hydroxocobalamine, le cyanokit, 5 grammes en intraveineuse, et le résultat est visuellement dingue. Oui, l'hydroxocobalamine a un atome de cobalt qui va s'accrocher au cyanure. Et ça crée de la cyanocobalamine. Ce n'est rien d'autre que de la vitamine B12. Ça transforme le poison en vitamine. Et ça colore les urines en rouge cerise, c'est de l'alchimie pure. C'est spectaculaire. Et en parlant de liquides toxiques, les alcools de contrebande ou les agents industriels, le méthanol et l'éthylène glycol. Le méthanol attaque les nerfs optiques. Le patient a l'impression de voir à travers une tempête de neige. L'éthylène glycol cristallise dans les reins. L'antidote moderne, c'est le fomépizole. Mais il y a une alternative surprenante. L'éthanol, on perfuse de l'alcool pur. Comment l'alcool peut sauver la vue ou les reins? C'est de la compétition enzymatique. Le méthanol n'est pas très toxique en soi. Ce sont ses métabolites qui le sont. L'enzyme du foie préfère de loin l'éthanol. En donnant de l'éthanol, on occupe le foie à 100%. Et pendant ce temps, les reins évacuent le méthanol intact avant qu'il ne se transforme en acide toxique. Brillant. Occuper le foie pour sauver les reins. Ça nous amène aux urgences métaboliques courantes. Le paracétamol. Souvent banalisé. Mais le protocole est clair. Antidote, la N-acétylcystéine. Idéalement avant 8 heures. Pourquoi cette limite temporelle est une ligne rouge? Parce qu'après 8 heures, si les réserves du foie sont épuisées par le surdosage, un métabolite hypertoxique, le NAPQ, s'accumule. La N-acétylcystéine reconstitue les réserves de glutathion du foie pour neutraliser le NAPQ. Passé 8 heures, les cellules du foie commencent déjà à nécroser. C'est implacable. Et pour les intoxications aux organophosphorés, les pesticides, le patient se noie dans ses propres sécrétions. Là, on donne atropine et pralidoxime.
L'atropine assèche les poumons et la pralidoxime vient arracher le pesticide de l'enzyme avant que ça ne devienne irréversible. Un travail d'équipe. Finissons avec 2 médicaments hyper communs. La metformine pour le diabète, qui peut causer une acidose lactique sévère nécessitant une hémodialyse, et le valproate pour l'épilepsie. Son surdosage fait exploser l'ammoniaque dans le sang et crée un coma. Contré par la L-carnitine qui relance le métabolisme du foie. C'est une complexité sidérante. Mais alors, la question que tout le monde se pose. Face à un patient inconscient trouvé dans la rue, comment on fait le tri? Le détective médical. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est la reconnaissance des toxidromes. Les constellations de signes. Exactement. Coma calme, plus myosis, pupille et serrée, on fonce vers la piste des opioïdes. Coma agité ou patient agité, plus mydriase, pupille dilatée. Ça pointe vers la cocaïne ou les anticholinergiques. Et coma avec une grosse acidose dans le sang. Là, on suspecte les alcools toxiques, l'aspirine ou la metformine. Ça permet d'orienter immédiatement le tir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? La prise en charge d'une intoxication, c'est une danse délicate entre le maintien basique des fonctions vitales, le ABC, et l'utilisation chirurgicale d'antidotes très spécifiques. C'est ça. Traiter la menace létale en premier. Et la règle d'or ultime de cette fiche réflexe, c'est rappelé en gras. En cas de doute, contactez le centre antipoison. Comprendre les mécanismes sous-jacents, c'est la seule façon de naviguer dans ce chaos. Mais l'expertise des centres antipoison reste vitale. Pour clôturer cette exploration, je voudrais laisser une réflexion en suspens pour ceux qui nous écoutent. En observant à quel point nos cellules réagissent violemment à ces molécules, comment un simple ion, comme le calcium ou le bicarbonate, peut faire la différence entre la vie et la mort. Il est fascinant, et peut-être un peu troublant, de se demander quelles autres interactions chimiques se produisent en ce moment même dans notre corps, avec les plastiques, les résidus, les substances de notre environnement quotidien, loin des portes des urgences. C'est un équilibre invisible de chaque instant. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie.